aujourd'hui je viens vous voir pour le bilan du mois d'avril qui n'est autre que le bilan du challenge Avril autour de l'ASF. C'est parti. Alors j'ai lu 14 livres ce mois d'avril. Bien entendu je fais comme d'habitude, je vais faire un flop top, c'est-à-dire je vais commencer de ma moins bonne lecture à la meilleure. C'est vrai que là ça se répartit, j'ai tout eu, hein. Vraiment des pas bonnes lectures au coup de cœur, on verrait. Le trio de tête c'est vraiment des bombes pour moi, hein, bien sûr. Et il y a deux parties, c'est-à-dire que les mauvaises lectures sont vraiment mauvaises et puis à un moment donné les bonnes lectures, même si c'est pas classé dans les hauts parce que forcément il y a un classement, hein. Voilà, les bonnes lectures sont très bonnes lectures, les mauvaises lectures, c'est vraiment des lectures qui m'ont laissé vraiment de marbre. Vous allez voir ça. Alors, ne faites pas attention à ce que je dis parce que ils m'ont pas laissé de marbre, mais il y a un classique, vous allez voir, je l'ai pas mis en dernier parce que c'est un classique qui m'a extrêmement déçue. Vous allez voir. Donc, en bas de l'échelle, mais c'est pour ça que j'ai dit ne vous fiez pas à ce que je viens de dire parce que mais c'était quand même divertissant. Voilà. Voilà. C'était pas ouf, mais c'était divertissant. C'est pas un mauvais livre. Donc, c'est Virus Extermination de Nicolas Bastin. Et c'est un tome 2. Moi, je n'ai pas lu le tome 1 et c'est une suite directe, hein. On apprend vraiment là-dedans que Anna, que l'on va suivre là-dedans, normalement, on est avec elle. On connaît ses bagages, on connaît son passif. Et normalement, on la connaît dans ce tome 2. Moi, je la connaissais pas. Et c'est vrai qu'elle ce personnage, pour moi, il était très mystérieux parce qu'il est très sombre. Moi, je ne savais pas. Et donc là, on va suivre Anna qui fait la connaissance d'un homme euh, qui tient un parc d'attractions en Belgique, à Walibi. Et puis, elle va avec lui parce qu'elle a une rupture avec Igor. Apparemment, ça c'était dans le 1. Et donc voilà, elle veut découvrir, partir un peu à l'aventure pour se changer les idées. Elle va arriver dans ce cirque et elle va voir que dans ce cirque, il se passe des choses bizarres. Mais Anna n'est pas si innocente que ça. Donc en fait, vous voyez la couverture. En fait, le thème, ça va être zombies contre vampires. Je vous laisse le soin, si vous ne l'avez pas lu, de découvrir qui gagne à la fin. C'est de 2018, c'est assez récent. Et bah voilà, c'était sympa. C'était sympa. Alors, oui, là, on est dans les mauvaises lectures, mais je me suis un peu emballée au début de la vidéo. C'était pas des mauvaises lectures. J'exagère parce que les lectures sont moyennes. Voilà, c'est vraiment, on part pas de très bas. On part vraiment, on va partir d'un 13-14. C'est vraiment sur 20 par exemple. C'est vraiment pas bas. Là où je fais une séparation avec mes meilleures lectures, mes bonnes lectures, c'est vraiment que j'ai eu un coup de pouce. Les bonnes lectures sont vraiment il y a un trio de tête, mais franchement, 1, 2, 3, 4. Les 4 qui suivent sont pour être des coups de cœur aussi. Voilà, c'est-à-dire que mes bonnes lectures pourraient être toutes des coups de cœur. Et les autres sont juste des lectures, ça va. Bon, vous allez voir ça. Là, je vais parler du classique qui m'a extrêmement déçue. Attention, attention, il est en 13e position. Et oui, c'est Les Fleurs d'Algernon de Daniel Case. En fait, ce livre est un très bon livre. Voilà, on va pas se mentir, c'est un très bon livre, mais il m'a laissé complètement de marbre en fait. On va parler de Charlie Gordon qui est un peu simplet et sur qui on va faire des expériences pour qu'il soit intelligent. Et il va acquérir cette intelligence. Et ce livre nous montre ce livre va nous montrer ce que quelqu'un d'intelligent peut vivre. Voilà. Est-ce mieux ou pas d'être soi-même et simplet qu'être intelligent? L'intelligence peut amener des trucs mauvais.
bizarrement ou pas, à vous de le découvrir. Voilà, c'est vraiment un truc sur ça. Donc l'idée est très très bonne, mais ça a été traité d'une façon, je pense, très mièvre. Voilà, l'idée est fantastiquement bonne et génialement bonne. J'adore cette idée, ce concept, euh, mais traité d'une façon qui m'a laissé mais complètement de marbre et qui m'a même un peu rebuté finalement parce que j'adorais le thème justement et j'ai trouvé que c'était fait de bons sentiments, c'était pas persuasif, très pertinent, très impactant. Même le message est discutable. Franchement, je suis pas sans être d'accord ou pas d'accord, discutable dans le sens où ouais, non, c'est être d'accord ou pas d'accord, mais discutable dans le sens où je sais pas si vraiment ça apporte ça, le fait d'être intelligent, je sais pas. C'est bizarre. L'auteur a été vers un chemin un peu bizarre, ça me convient pas. Et j'ai trouvé qu'il traitait ça d'une façon, ouais, trop de bons sentiments. À la nuit, on peut avoir que, on n'a que de l'empathie. Le sentiment que je relève de ce récit, c'est de l'empathie pour le personnage, de ce personnage un peu simplet qui devient intelligent en ayant subi une expérience scientifique. Mais c'est tout. Et au-delà de ça, bah, ça m'énerve en plus. Voilà, je m'en fous de l'empathie pour un personnage. Forcément, on va en avoir, c'est ça que je suis en train de dire. Il ne faut pas que ce soit axé sur ça, que sur ça. Il faut qu'il y ait autre chose à côté, quelque chose de plus fort. Je sais pas. Ça a été traité d'une façon qui ne me convient pas, tout simplement. C'est dommage, parce que je misais beaucoup sur ce classique et finalement j'ai été déçue. Oh, un petit récit de science-fiction sympathique. Voilà, voilà. C'est histoire de science-fiction, d'étranges visiteurs. C'est un collectif, hein. Plusieurs nouvelles, 5 ou 6 ou 7. Par étranges visiteurs, voilà, c'est des nouvelles indépendantes des unes des autres, hein. Et puis qui tout d'un coup voient leur vie basculer, les personnages respectifs par un d'étranges visiteurs. Et par exemple, moi j'ai beaucoup aimé de cette Robert Sheckley qui s'appelle La Sangsue. Voilà. La sangsue, c'est une sangsue qui, d'un coup, il y a un mec qui sort de chez lui et il voit une petite sangsue dans son jardin. Voilà, elle campe là depuis plusieurs jours, il commence à prévenir tout le monde. Cette sangsue ne bouge pas et elle grossit, elle grossit, elle grossit parce qu'elle se nourrit tout simplement de d'où elle est, c'est-à-dire qu'elle de l'herbe, et puis comme elle grossit, elle empiète un peu sur la route, donc elle se nourrit aussi du goudron, et puis plus on veut l'attaquer, plus on veut, voilà, elle se nourrit de tout ce qu'on lui jette dans la tronche. Donc cette sangsue grossit, grossit, ça prend des proportions, enfin c'est un truc de fou. Une sangsue c'est très dégueu, donc en plus voilà, non j'ai bien aimé, j'ai trop aimé. Et puis j'ai découvert la nouvelle La Cafetière de Théophile Gautier que je voulais lire depuis longtemps, elle est là-dedans. Et dans l'absurde, j'adore. Voilà. Donc c'était un truc pas mal. C'est un petit recueil de nouvelles que j'avais au lycée, non, au collège, et que j'ai ressorti parce que ma mère l'a lu récemment et j'ai eu envie de le lire. Ça tombait bien, on était au mois d'avril pour la SF et ouais, c'était sympa. Ensuite, j'adore cette petite histoire. C'est une novélisation du film Daryl de N.H. Kleinbaum. Voilà. Or, ça reflète bien le film. Voilà. Cette histoire de Daryl qui perd son père dans un accident de voiture. Il est recueilli par une famille qui l'accueille à bras ouverts, qui est gentille avec lui, hein, tout va bien. Mais Daryl est un peu bizarre. Et un peu lisse, trop lisse, c'est très gentil, mais donc il a 12 ans, 10 ans dans le bouquin. Voilà, il est gentil avec tout le monde et même, voilà, mais trop lisse. Bon, il se prend d'amitié avec l'enfant des voisins. Ils ont une belle amitié ensemble. Le voisin, lui, qui est par contre tout le contraire de Daryl, très aventureux, très, voilà, très avenant. Et puis, il commence à se dire, mais Daryl est un peu bizarre. Sa manière de répondre, merci monsieur, merci madame. Voilà. Pas un mot plus haut que l'autre. Et puis, on va découvrir quelque chose sur Daryl. Voilà.
Et j'ai bien aimé, franchement. C'est une petite histoire d'amitié. Je vous dis pas qui est Daryl aussi, d'enfants américains. Voilà, c'est une belle petite histoire classique, mais j'ai passé un bon moment. Et puis je pense que j'affectionnais le film, donc ensuite Voilà. regardez-moi ce bouquin. Ce bouquin est juste magnifique et j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc c'est Léviathan, le tome 1 de Shiro Kuroe. Voilà. J'ai adoré. Oh, c'est trop trop beau. Déjà, enfin moi je suis très sensible au confort, au livre-objet pour un confort de lecture. Et c'était très très bien. C'est des... Voilà, on est avec des gens découvrent le Léviathan, un vaisseau spatial qui flotte à la dérive en fait, et trouvent un carnet dans ce vaisseau. Et dans ce carnet, ils vont... C'est un espèce de journal intime qu'un enfant a écrit il y a plusieurs années, ou je sais pas, plusieurs années ou plusieurs siècles, j'en sais rien. Et il raconte ce qui s'est passé dans ce fameux Léviathan. Et en fait, on va suivre cette histoire. Donc, c'est comme une sortie scolaire. Donc, on est avec des adolescents qui sont dans ce vaisseau et tout d'un coup, bah, ils sont attaqués. Ils sont attaqués. En fait, c'est un petit survival, hein. C'est un truc de survie. Voilà, il va y avoir des petits enjeux entre les uns et les autres. Voilà, comment survivre. Il y a une histoire aussi avec le maître de classe qui, voilà, je vous en dis pas plus. Non, j'ai bien aimé. Voilà, après, c'est pour ça qu'il est en bas du tableau parce que l'histoire est déjà vue, quoi. C'est une histoire assez lambda. Mais la fin annonce du lourd, je pense. Et puis, par contre, je suis un peu mauvaise langue parce que les dessins sont... Voilà, j'ai jamais vu des dessins comme ça. J'ai adoré les dessins. La tête des personnages, c'est très très bien fait. J'ai bien aimé les dessins par contre. Ouais, c'est assez... ouais. Enfin, c'est très divertissant, j'ai adoré, hein, mais ça reste classique dans le schéma voilà, d'un récit de survival un peu comme ça. Mais je lirai le 2 volontiers. Eh bien, l'autre, c'est un autre manga, hein, tome 3 de Shibuya Elle, je vous en avais déjà parlé. Bah voilà, c'est le tome 3. Aussi, on est en survival horror, mais avec des poissons volants qui tuent les gens, hein. Voilà, et là, ce tome 3 est très intéressant parce qu'il y a des personnages qui arrivent et tout ça. C'est très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, allez-y, j'ai adoré. Les poissons évoluent en plus, voilà, ils sont un peu plus hideux. Donc j'ai beaucoup aimé ce truc, voilà, on en a plein à la tronche, ça n'arrête pas, action, etc. J'ai bien aimé. Et puis les personnages, ouais, Konteku sont... J'aime bien. J'aime bien. Je crois que cette manga compte 10 tomes, 10, 12 tomes, je ne sais plus. Ben, j'ai pas les autres, hein, mais si je les trouve, je les prendrai. Là, ça doit être le 7e ou 8e placé voilà, dans mon classement. C'est la dernière. Après, on passe dans du lourd. Vraiment, il y a un coup de pouce, comme je vous disais, des lectures. Après, c'est vraiment, il y a un contraste entre celle que je viens de lire où c'était sympa et les autres, c'était waouh. Donc celui-là, j'hésitais, hein. Il est remonté un peu dans le classement, mais il aurait dû être en dessous les deux graphiques que je viens de vous montrer. Mais je l'ai mis là parce que bon, il y a quand même une originalité de l'auteur. Donc c'est Esther d'Olivier Bruno, mais l'histoire aurait ça annonçait un truc de fou et c'était léger, j'ai trouvé, par rapport à ce qu'on nous annonçait, bah, par rapport à l'histoire de début. En fait, on est avec Antoine et Maxime qui découvrent un jour un robot dans une poubelle. Alors, le robot est complètement disloqué, complètement... voilà, il a des coups de lame, il est dégoûtant, hein. Dégoûtant. Alors, ils ont l'habitude, on est en science-fiction, ils ont l'habitude de côtoyer les robots, hein, c'est pas le problème. Simplement, ils voient ce robot complètement déchiqueté et c'est ça qui les interpelle, mais bon, ils passent leur chemin. Et puis Anton, le mari, lui, ça l'intrigue, il retourne à l'insu de sa femme, il va rechercher ce robot dans la poubelle et la remettre sur pied. Je vais la remettre sur pied parce que c'est une femme. Il faut savoir que dans cette histoire, les robots, l'originalité, donc la particularité des robots sont des lovebots. Les lovebots sont faits pour satisfaire les désirs sexuels des humains. Voilà, hein.
Et donc, c'est une intelligence artificielle très, très avancée là-dessus. On peut dialoguer avec eux et surtout, ils sont là pour satisfaire les désirs sexuels. Bon, donc bon, le mari va repêcher donc Esther, elle s'appelle Esther. Il va la remettre sur pied à l'insu de tout le monde. Faut pas que ça se sache, hein, sinon le gouvernement va lui mettre le grappin dessus. Voilà, il y a toute une histoire autour de ces robots, l'histoire à Compton et ce robot. Je tiens à prévenir que il y a des scènes de sexe entre robots et humains. Voilà, voilà. Bah, vous vous doutez bien, hein, c'est pas un spoil, hein. C'est l'essence même du bouquin. Et puis comme je vous dis, il y a toute une intrigue autour de ça. On va glisser un peu vers le sombre noir jusqu'au déjanté. Vu comme ça, ouais, c'est très bien, mais je trouve que c'était pas assez poussé à la limite. Et c'est ça qui m'a manqué. Sinon, ça aurait été un coup de cœur, imaginez-vous. De la 7e place, il aurait passé à la 4e place, peut-être. Peut-être. Voilà, c'est-à-dire que c'était bien. Le récit prend une bonne tournure. Voilà. J'ai aimé ce que je disais, mais c'était trop léger. Pourtant, il fait 400 pages, hein, mais je trouve que c'était pas assez poussé encore. Donc, on compare ça à Tarantino derrière. Oui, c'est vrai, parce que côté déjanté, voilà, Esther est très mystérieuse. Ce que je ne t'ai pas dit, le robot que repêche Anton, il la remet sur pied et elle est très mystérieuse, hein, Esther. Voilà, elle cache des choses un peu bizarres et voilà, on va découvrir et puis ça va finir. C'est bien, il y a de l'action, c'est divertissant, mais je trouve que c'était trop léger encore pour moi. Je trouve que l'auteur a survolé ses idées un peu, il aurait dû aller peut-être un peu plus costaud encore. Là, ça m'aurait plu énormément. Mais franchement, je souligne l'originalité du truc. Et je peux dire que cette Esther me marquera à vie. Donc ça, c'est un très très bon point. Cette histoire, ouais, est singulière quand même. Voilà, ça, au moins, se mérite là. Alors, je vous ai pas dit, mais ça, c'est un... Parce que j'ai l'habitude de lire des livres d'occasion, hein. Mais ça, c'est un bouquin très récent, hein. C'est de 2020, c'est aux éditions Le Tripode, donc vous pouvez y aller. C'est un très bon livre quand même, hein. C'est divertissant, je vous l'ai dit. Donc là, on passe vraiment à mes bonnes lectures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il reste 7 lectures et là, c'est vraiment du lourd. Là, on fait vraiment un bond en avant par rapport à ce que je vous ai montré. Donc, là, je vais vous parler de Lorsque le dernier arbre de Michael Christie. Pareil, je l'ai acheté l'année dernière. Tout neuf, et je ne regrette absolument pas. Et je pensais je l'avais mis en livre fil rouge, voilà. Et en fait, je l'ai lu en 4 jours. Il fait 600 pages. Voilà, donc je le lisais le soir, je lisais 100 pages par jour. Et franchement, parce que du coup, je peux en profiter pour vous dire que j'avais peur de ce livre. En fait, ça se lit, mais tout seul. Les chapitres sont hyper courts et ça se lit tout seul, de chez tout seul. C'est vachement fluide, donc déjà, c'est très agréable. Et voilà, alors, on est en science-fiction et dans l'historique, en fait. Voilà, c'est un peu bizarre parce qu'on commence en 2038. Et en fait, on va suivre une famille. C'est une fresque familiale, en fait. Et on va redescendre les années. On va faire des bonds de 40 ans en arrière, de 40 ans en 40 ans jusqu'en 1908, et connaître cette famille Greenwood. Pour qui la forêt et la matière, spécialement le bois, étaient importants. Et voilà, on commence en 2038, et c'est le grand dépérissement. Voilà, il n'y a plus d'arbres. Et on va savoir pourquoi en remontant l'histoire de cette famille et son rapport à la forêt et au bois, le pourquoi du comment. Et voilà, j'ai adoré, j'étais à fond dedans. Alors c'est une histoire un peu sombre, hein, quand même, c'est pas sombre, mais l'histoire de cette famille, les personnages, on s'y attache, voilà, parce qu'ils n'ont pas vécu des choses très heureuses. Et j'ai adoré, franchement, allez-y. J'avais très peur de ce truc, mais j'ai adoré ce bouquin. C'est vraiment, j'étais embarquée avec cette histoire. Et puis le fil rouge, c'est la forêt. On est en Canada, dans Colombie-Britannique. La forêt, le bois, l'oxygène, il y a tout ça aussi.
franchement, ce bouquin est une petite pépite. J'ai vraiment. Alors là, on va repartir un peu dans le classique de la science-fiction avec un auteur, c'est A.E. Van Vogt et la faune de l'espace, pardon. Je voulais le sortir l'année dernière, j'avais pas le temps de le lire pour le challenge. Regarde-moi cette couverture. Justement, on a des drôles d'individus comme ça. Voilà. Qui, qui vivent sur des galaxies différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir affaire à des humains. Hein, voilà. Une équipe qui est chargée de capturer et de découvrir et de capturer ou pas les différentes créatures qu'ils trouvent dans différentes planètes. Donc c'est un space opéra, un planète opéra. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont aller de planète en planète et ils vont découvrir différentes créatures à chaque fois. Et en fait, moi, j'avais dit ça aurait été un coup de cœur si l'auteur n'aurait... Il y a trop de thèmes en fait. Il aurait dû se cantonner à une planète, voire deux. Ça aurait fait une créature ou deux créatures. Et là, ça aurait été un coup de cœur parce je me serais focalisée dessus. Il aurait développé beaucoup de choses pour un truc. Là, il y avait trop de choses et finalement, ça a été un peu survolé. Et en fait, on m'a dit sur les réseaux sociaux qu'à la base, c'était différentes histoires indépendantes et ça a été remis en un seul livre. Donc voilà, je comprends. Donc du coup, le pourquoi du comment, en fait, c'était des nouvelles à la base. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était pas très développé. Donc voilà. Donc finalement, je comprends. C'est un classique et c'était génial. C'était génial. Il y a des idées de fou dedans. Les thèmes sont extra. L'univers est extra. J'ai adoré ce livre. C'est pareil, j'aurais aimé qu'il développe, comme je vous ai dit, par exemple, ce qui s'appelle dedans le nexialisme. Le nexialisme, je ne sais plus, ça c'était ma toute première lecture d'avril avant. Je ne me rappelle plus du nom. Nexialisme, il me semble. Là où ils peuvent hypnotiser, c'est-à-dire, moi, là, je suis sur Terre, je peux hypnotiser quelqu'un sur Mars et voir ce qui se passe sur Mars grâce à cette hypnose. Enfin, c'est un truc de ouf. Donc, ils pouvaient observer les créatures, d'où ils étaient. Voilà, ça, j'aurais voulu qu'ils s'attardent dessus. Mais bon, c'était des nouvelles à la base, donc je comprends. Non, j'ai pas peur avec les classiques. Ça se lit très bien. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pareil. Hein. Et ensuite, un autre classique, voilà, c'est Ubik de Philippe K. Dick. Alors, j'ai le sourire parce que c'est mon premier Philippe K. Dick. Franchement, c'était génial. C'était génial. C'était génial. Voilà, tout simplement. C'est un récit interdimensionnel. On va de dimensions entre la vie, la mort, le rêve et la réalité. Qui dit que Madmen, le lecteur, nous emmène partout. Même des fois, c'est un peu brouillé, mais on arrive à comprendre l'idée générale et à retomber sur nos pattes. Bon, le style est un peu froid, c'est de la science-fiction classique, même si c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est pas grave. Voilà, faut pas s'attacher aux personnages. On n'est pas dans un truc de démarche de s'identifier à des personnages. C'est vraiment l'idée que veut raconter là-dedans Kédic autour de Ubik, mais qui ou c'est quoi Ubik? Mais qu'est-ce que ça veut dire Ubik? Je vous laisse ce soir de découvrir ce classique, c'est pas encore fait. Et je vous l'ai dit, on passe voilà, de différentes dimensions parallèles, etc. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est dans le futur d'Ubik, là on est en 1992. Donc voilà, il imagine que les morts peuvent être, que les vivants, oui, que les morts peuvent ne pas mourir complètement et se maintenir en état de semi-vivant dans des espèces, voilà, espèces de caissons avec des glaçons, etc. Et qui peuvent dialoguer encore avec les vivants. Il y a toute une intrigue autour de ça. Et il y a le message aussi, vous savez, avec la science-fiction, il y a souvent des sous-messages. Je vous laisse deviner le truc. À chaque début de chapitre, voilà, vous n'allez pas le voir, mais il nous parle de Ubik qui nous fait des petites publicités avec Ubik. Soignez bien vos cheveux. Vous pourrez soigner bien vos cheveux. Avec Ubik, vous aurez une bonne alimentation. Enfin, c'est n'importe quoi. Avec Ubik, voilà. Ubik, ça intrigue. Et pour vous donner un indice, Ubik, il y a un mot français qui commence pareil. Voilà.
Ubik, quelque chose, ça fait un mot français qui existe, voilà. Je vous donnerai peut-être un indice, je ne peux pas en dire plus, mais voilà, c'est un univers génial. Ça a été écrit en 69 et je me suis dit quand même, parce que j'ai trouvé ça très psychédélique, franchement, et c'est ce que j'aimais, moi j'adore, hein, tout ce qui est psychédélique, et je me suis dit, ouais bon, c'est un peu l'époque, hein, 70, voilà, c'est un peu psychédélique, mais de toute manière, j'ai entendu sur les réseaux sociaux, enfin j'ai lu, que qui dit que de toute façon, tu es quand même assez sous substance tout le temps. Donc bon, époque ou pas époque, psychédélique, intéressant. J'ai adoré cet univers. Franchement, c'est fort. Le mec a de l'invention, de l'inventivité. Et, euh, et voilà, donc j'en ai d'autres de lui et je continuerai à dire. Bon, bah là, c'est pas une surprise. Si vous me suivez dans mes vlogs lecture, vous savez que j'aime bien cette petite saga. C'est un tome 3 hein, de Terre des origines de Orson Scott Card, s'il vous plaît. Un as de la science-fiction aussi. Et ben voilà, j'aime bien cette petite saga, donc j'ai continué. Là encore, c'était un régal de chez Régal. Régal de chez Régal. Voilà, on est terre des origines, on est quand même plein dans le questionnement du pouvoir sur les femmes, sur les hommes qui dominent qui, avec cette intelligence artificielle qui est Suram, ça c'est dans le premier, hein, je ne vous spoil pas, c'est dans le premier tome. Suram qui était une intelligence artificielle qui communique avec les femmes, donc les femmes ont l'avantage sur les hommes n'ont aucun pouvoir de ce côté-là. D'ailleurs, les hommes appellent Suram, disent il, et quand les femmes parlent de Suram, disent elle. Voilà, il y a tout un truc. Avec aussi des histoires de famille. C'est au début, il y a un arbre généalogique parce que les familles, les histoires de famille sont très importantes dedans. Hein, c'est un peu Dallas, quoi. Hein, voilà, ça c'est les noms. Alors, par contre, c'est les surnoms parce que faut s'y retrouver, mais on y arrive quand même. Déjà, c'est des noms inventés. En plus, l'auteur appelle ce personnage ensuite par des surnoms. Donc voilà, l'arbre généalogique ici. Donc voilà, mais j'adore, c'est un régal cette saga. Donc ça s'appelle Terre des origines. Le premier tome c'est Basilica. Et voilà, il m'en reste 2 à lire. Il y en a 5. Alors là, on passe. Vraiment, c'est un trio de tête, mais exquis. Vraiment, c'est digne de ce nom. Là, c'est un graphique. Alors, je l'ai compté en un parce qu'il y a 2 tomes, mais j'ai compté en un. Un titre pour moi. C'est Monolithe de Reikioni, Useo et LRNZ aux éditions du Long Bec. C'est en 2 tomes, comme je vous disais. Et c'est italien. Et c'est génial. Voilà. C'est génial. J'ai pris une grosse claque avec cette BD. Moi, je l'ai eu. J'avais eu, je ne sais plus il y a combien de temps, il n'y a pas si longtemps que ça, chez Nose. Il y a encore l'étiquette. Vous pouvez peut-être y aller encore, parce que je sais qu'il y a des BD encore chez Nose hein, qui restent, qui perdurent. C'était génial, tout simplement. Alors, on est Monolithe avec une femme qui va se barrer de chez elle avec son fils, qui a 2 ans. Parce que son mari est tout le temps sur ses côtes. C'est-à-dire qu'il surveille tout le temps ce qu'elle fait, il lui dit ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire. Même si on apprend un petit peu au passage qu'elle n'aurait pas été toujours tendre avec lui dans le passé. C'est pour ça que maintenant il la brime un peu. Mais elle veut se barrer. Voilà. Hein. Elle prend le gamin sous le bras, elle s'en va. Donc elle prend sa voiture, il lui dit stop, arrête-toi. Avant qu'elle démarre, bien sûr, hein, il fait « Prends ma monolithe ». Monolithe, c'est quoi monolithe? On en fait la pub à la télévision. C'est une superbe voiture dernier cri, inviolable, incassable. Personne ne peut vous la voler, personne ne peut vous la casser. Elle est reliée à vous. C'est-à-dire que pour entrer dedans, reconnaissance d'empreinte digitale, voilà. Elle lui dit, je prends la voiture, si tu me laisses tranquille, je prends ta voiture, on n'en parle plus. Mais elle fait, il est pas bête en fait. Il est pas bête quand elle est en route. Parce que lui, c'est sa monolithe à lui, donc il peut la tracer comme ça. Voilà, hein. Il n'a pas été serviable gratuitement, bon bref. Elle s'en va avec son gamin.
dans la monolithe. Et bah voilà, il la laisse partir. Et là va commencer un enfer pour elle parce qu'ils ont un accident. Ils percutent un cerf, un gros cerf. Alors, il faut savoir qu'on est dans le désert américain sous une chaleur accablante. Et là, ils sont coincés. Voilà. Elle percute le cerf. Elle essaie même de bouger le cerf qui est coincé sous les roues de la voiture. Il est trop lourd. Et il y a son gamin dans la voiture. Il fait hyper chaud. Et voilà, ça va être une descente aux enfers pour cette dame. Je vous dis même pas comment ça se termine. Je pense que c'est une fin ouverte. Libre à vous. Et les dessins. Alors déjà, l'histoire est assez même cruelle, voire poignante. Et les dessins rajoutent tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une intensité de lecture et de... Moi, j'étais prise dedans, j'en pouvais plus. J'ai même refermé de temps en temps parce que c'était très dur, il y a des passages très durs. Et les dessins accentuent tout ça. Alors, les dessins sont magnifiques. Ça, c'est le début, donc tout va bien. Ils sont magnifiques. Vraiment, c'est... Là, ça, on est un peu déjà dans le côté un peu plus sombre. Et je vais vous montrer quand on est sous la chaleur. La chaleur, on ressent vraiment la chaleur et cet enfer que vit cette dame avec son fils qui est coincé dans la voiture parce que je ne vous le dis pas, mais pendant un moment, elle n'arrive plus à rentrer dans la voiture. Quand je vous ai dit qu'elle est sortie pour enlever le cerf, elle n'arrive plus à rentrer dans la voiture et le gamin est enfermé à l'intérieur. Donc, moi, il m'a percuté plus qu'une bonne lecture. Ce truc m'a percuté en plein fouet. Et surtout aussi, c'est un pied de nez à toute cette nouvelle technologie hyper développée. Voilà, elle a été victime de ça. Une voiture, quand c'est pas la nôtre, bah, si on sort, on peut plus rentrer dedans. Et quand la vie de son gamin est en jeu, bah, ça devient problématique. Donc voilà, tout ça, j'ai vraiment aimé Monolithe. Vous pouvez y aller, c'est génial. Alors, je vous l'avais déjà dit, je voulais découvrir les Crichton. J'en avais un dans ma palle depuis avant les book hauls. J'en ai 6 maintenant de plus, 5 ou 6. Voilà, c'était celui-là donc avec Sphère. J'ai découvert Crichton avec Sphère. C'est celui qui a écrit Jurassic Park que je n'ai toujours pas, je n'ai pas trouvé. Sphère a été un véritable petit coup de cœur et c'est de là que j'ai décidé d'acheter tous les Crichton. Parce que j'ai compris la veine du truc, c'est souvent du thriller scientifique. Mais c'est trop bien fait. On est avec une équipe marine, enfin de la marine, qui va enquêter, qui va aller dans les sous-profondeurs de la mer, etc. Parce qu'il y a un vaisseau, une épave un peu échouée, enfin carrément échouée, une épave dans la mer, quoi. Et là, ils découvrent une sphère en métal, elle, et s'aperçoivent que cette sphère, elle n'est pas si anodine que ça. Mais déjà, ils sont intrigués par cette sphère. Et cette sphère va commencer, le premier truc bizarre qui s'est passé, c'est qu'elle ouvre sa porte et elle la referme toute seule. On ne sait pas trop ce que c'est. Et cette sphère est très intrigante. Et Crichton arrive trop bien en ce moment-là. On est le, je sais plus combien ils sont dans l'équipe. On est 5e équipier qu'on a avec eux, mais cette sphère, mais elle est intrigante. Et après, il arrive des trucs de ouf. Et même le message de ce truc, j'ai adoré ce que cette sphère, ce que le message de Crichton a voulu faire, a voulu dire avec cette sphère. Alors, au premier degré, voilà, c'est divertissant, c'est un peu terrifiant, et c'est très prenant. Et en second degré, le message est fort aussi. Tout m'a plu, c'était génial. Franchement, je vous révèle rien, je ne spoil pas, parce que pour bien en parler, il faudrait spoiler, tout raconter, mais je peux pas. Juste que cette sphère m'a hypnotisée et j'ai beaucoup, enfin, ça a été un coup de cœur. Donc voilà, bah bon, là, moi je vous le dirai pas, mais c'est écrit sur la couverture. En parlant de la sphère, elle connaît nos pensées, elle connaît nos secrets, elle utilise nos peurs. Donc, mais c'était très bien fait, le suspense était à son comble. Voilà, on arrive au premier, alors là on est là. Vous voyez même plus ma main, on est là-bas. C'est qu'à de dire là-bas.
On est avec les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Voilà, merci, au revoir. Un régal, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que voilà, le poète de la SF, il est là, il est toujours là. Moi, j'ai adoré dans le Pays d'Octobre, dans Fahrenheit, les chroniques martiennes, un petit bijou. Un bijou de chez Bijou. J'adore le Mars de Bradbury qui décrit là-dedans. On va parler de colonisation, de racisme, etc. Aussi, les thèmes sont très variés. Sa plume, je vous l'ai dit, c'est le poète de la SF. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un recueil de nouvelles. Hein. Vous pouvez lire les nouvelles indépendamment, mais si vous les lisez en ordre, il y a quand même une trame. On retrouve des personnages de... Voilà. Faut le lire en ordre, c'est mieux. Ça ajoute quelque chose, je trouve. C'était une pure merveille. Voilà, j'ai rien à dire dessus, si ce n'est que c'était du... J'ai été embarquée encore dans l'univers de Bradbury. Là, Mars, et j'ai adoré. Voilà, alors comme vous avez pu le voir, un très bon mois d'avril, un très bon mois de science-fiction, de très bonnes lectures. Je me suis vraiment régalée. Même les petites, la lecture en bas de c'était divertissant, mais franchement, le lourd était de trop lourd pour que, voilà, il dépasse tout le monde. Monolithe, super, sphère, mais vraiment prenant, et chronique martienne, j'étais ailleurs, c'est le cas de le dire, j'étais embarquée, j'étais plus sur Terre, j'étais dans l'univers de Bradbury, vraiment une pépite, donc vraiment de très bonnes lectures. Dites-moi ce que vous pensez de ces lectures, s'il y en a, si elles vous font envie ou si vous en avez lu. Je serais très intriguée de savoir ça, de ce que vous en avez pensé, vous. Mais vraiment, moi, les 3 premières, là, c'était génial. Franchement, un bon mois d'avril, un bon mois de SF encore. Je suis très contente pour ce challenge. Alors, pour le palier, quand même, c'était un challenge. Il fallait atteindre des paliers. J'ai atteint le palier 16, il me semble, et je suis docteur d'enfer. Donc c'était pas mal. Et j'ai regardé l'an dernier, j'étais arrivée à 15 paliers. Voilà. Donc là, un palier de plus. En plus, l'an dernier, j'avais lu des livres, oui. Mais j'avais aussi, comment dire, regardé beaucoup de films. Là, j'ai vu un film. Alors, je vais vous en parler brièvement. Voilà, parce que ça fait partie du challenge, hein, quand même. Donc, c'est Le Cercle. Enfin, non, pas Le Cercle. Cercle tout court. Alors, franchement, c'était pourri. Voilà. Je passe dessus parce que c'était vraiment pourri. C'est un film américain de 2015, quoi. Je l'ai vu sur Netflix. C'est des gens qui se retrouvent sans savoir pourquoi dans une salle. Ils sont placés en cercle. Voilà. Ils se regardent comme ça. Ils sont chacun sur une espèce de flèche qui s'allume de temps en temps. Si tu bouges, tu meurs. Voilà, parce que au centre d'eux, il y a une espèce de machine qui foudroie les gens qui bougent. Et ils vont comprendre que bon, il en restera plus qu'un. Voilà, pour survivre, il en restera plus qu'un. Et pendant 1h30, ils blablatent. Qui va tuer qui en premier? Donc, on passe par tous les thèmes. Hein. Voilà, aux États-Unis, racisme, hein, minorité. Donc, homophobie, grossophobie, tout. Mais c'est mal fait. Enfin, voilà, c'est très bateau. C'est très... J'aurais pu le faire. Un enfant de 12 ans aurait pu le faire. Et, ça, trop cliché. Et en fait, et en plus, la fin, tu te dis, attends, il va quand même avoir un truc de tout ça. Pourquoi? Parce que la machine, elle parle pas, on ne sait pas. Hein. Il va avoir quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tout ça? Le survivant. Pour ça? Nul salle 2, quoi. 1/20. Franchement, ça vaut pas le coup. Voilà, et puis j'ai regardé aussi pour ce challenge la dernière saison de Black Mirror. Black Mirror, une série tellement géniale, mais j'adore cette série. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des épisodes indépendants des uns des autres. Hein. Il n'y a pas des... C'est pas... voilà. Ça se passe dans le même monde, mais voilà. Et moi, j'adore l'épisode de Star Trek parce que je me suis dit, mais le mec, qui a écrit ça, il s'est tapé un délire. Mais c'est quoi ce délire? J'adore quand ça va très loin. Mais il y a des trucs qui... Mais attention, il y en a, c'est divertissant, il y en a, c'est touchant, il y en a, c'est cruel, il y en a, c'est émouvant, il y en a, c'est
Des fois, on est avec des robots, des fois, on est avec des créatures, des fois, on est avec simplement des tueurs, des fois, des fois c'est des thrillers, on est en post-apo. Ouais, il y a tous les genres, il y a cette série, mais pourquoi elle n'existe plus? Black Mirror, c'est une pure pépite, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire, j'ai atteint ne pas 16 et je suis fière de moi parce que j'ai lu que des livres. J'ai lu que des livres, 14 livres avec un film et une série. Donc, déjà, je m'étais régalée l'année dernière avec ce challenge et là, encore une fois, je me suis régalée. Franchement, c'était génial. Dites-moi aussi, vous, ce qu'il en est pour ce challenge, si vous l'avez fait. Allez, on arrête de blablater. Avril, c'est fait. Place au mois de mai maintenant. Donc, je vous retrouve dans des vlogs lecture pour mes lectures du mois de mai et du temps. C'est aussi le mois de la fantaisie, le mois de mai. Donc, voilà. Allez, je vous dis à bientôt.